Des souris et des hommes. Jean Pouly. Jean Pouly, bonjour. On connaissait jusqu'à présent le tiers-état, le tiers-monde. On découvre aujourd'hui les tiers-lieux. Alors, ce sont des espaces de travail et de socialisation d'une société numérique, Jean. Oui, vous l'avez remarqué dans mes chroniques, la société de l'information aime bien les néologismes, car elle évolue très vite et a sans doute besoin de mettre des concepts sur des réalités nouvelles, ou renouvelées d'ailleurs, dont elle est à l'origine. C'est le cas des tiers-lieux ou espaces tiers, alors entre le domicile et le lieu de travail habituel. Alors c'est une notion qui a été inventée par le sociologue américain Ray Oldenburg, qui le premier parla de third place en anglais, en désignant en fait Central Park, cet immense jardin au cœur de New York, où il observait que ses contemporains venaient régulièrement travailler, assis dans l'herbe avec leur ordinateur portable. Alors ce concept sociologique s'impose désormais comme une réalité très tangible, celle en fait d'un continuum entre nos vies privées et professionnelles permises par une connectivité permanente et l'usage régulier des technologies numériques. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors pendant longtemps, on séparait très clairement le lieu de travail habituel, le bureau, du domicile. L'inexistence ou la limitation des réseaux informatiques consignait une fonction très précise à chaque lieu, même s'il arrivait de travailler un petit peu le week-end chez soi, comme on dit, de rapporter un dossier à la maison, ou à l'inverse, il arrivait aussi de passer quelques coups de fil de téléphone personnel au bureau. Et les transports entre ces deux espaces distincts ne servaient en fait qu'à faire la jonction entre les deux points, voire à dormir un peu. Mais aujourd'hui, le bureau de 70% des actifs se situe là où ils sont connectés, c'est-à-dire presque partout. De fait, tout lieu connecté et à peu près confortable peut devenir un tiers-lieu d'activité, professionnelle ou personnelle, puisque de plus en plus de fonctions, d'actions, de tâches sont numérisées. Relever le CML, surfer sur le web, acheter en ligne, faire une démarche administrative, se parler en visioconférence, finir une présentation, faire un virement, presque vivre numériquement. Ça veut dire que ça peut être un café, une gare, un aéroport ? Exactement, les tiers-lieux englobent une diversité de lieux, de transit, des halls d'hôtel, des moyens de transport eux-mêmes. Hier, je revenais de Paris, j'ai travaillé dans le train, comme beaucoup de monde, les centres d'affaires et différents types de bureaux partagés. Alors évidemment, la fonction principale de ces tiers-lieux est de travailler, mais à y regarder de plus près, on se rend compte qu'ils deviennent en fait de véritables nouveaux lieux de vie au sens très large du terme, abritant différentes fonctions socio-économiques et favorisant la créativité, la mixité. Alors on voit fleurir là aussi de nombreux centres avec de nouveaux mots, le coworking, des fab labs et autres living labs, où des publics très hétéroclites se côtoient, travaillent, vivent ensemble, devenant très clairement de nouveaux lieux de socialisation, effectivement, de cette société de l'information. Mais dans ce monde, où on le voit avec vous chaque semaine, où tout se virtualise, pourquoi le succès de tels lieux ? Mais justement, c'est un paradoxe, effectivement, déjà largement observé dans la société de l'information. L'homme est encore un être de chair et d'os, il est un animal social, nous dit la sociologie, et il a donc besoin d'être en relation avec ses pairs. Alors la virtualisation des échanges est sans doute une très bonne chose, mais l'homme ne peut pas vivre seul devant un écran trop longtemps. Alors pendant longtemps, le bistrot du village ou du quartier a servi de lieu d'échange et de socialisation, et bien près de 140 000 de ses ancêtres, ce que j'appelle les ancêtres de Facebook, moi, avec le petit coup à boire en plus, évidemment, ont fermé en France depuis les années 60. Et on pourrait presque dire, à juste titre, que Facebook et Twitter se sont substitués aux beaux vieux zinc d'autrefois et aux brefs de comptoir que les tweets ont remplacés dans un bavardage mondial parfois un peu assourdissant. On retrouve d'ailleurs tous les excès et les débordements des bistrots dans les conversations de Twitter, qui servent souvent de soupape à nos contemporains. Alors je pense donc en fait que ces tiers-lieux rematérialisent en quelque sorte ce qui disparaît dans le monde virtuel. Ils recréent des échanges et des services locaux de proximité. Par exemple, le tiers-lieu que je fréquente régulièrement à Lyon, qui s'appelle La Cordée, qui est pas loin d'ici à Perrache, est au départ un centre de travail partagé ou coworking. Et bien chaque semaine, désormais, il se transforme tous les mardis en véritable marché aux légumes, car il sert de relais à la ruche qui dit oui, un système assez ingénieux de commande en ligne de produits du terroir. Et d'autres services, animations s'y déroulent, comme du yoga, des apéros, des formations, des conférences. Certains espaces agrègent même dans ces nouveaux lieux
des crèches, des relais de services publics, des unités de production artisanale ou industrielle, comme on appelle les Fab Labs, dont nous avions déjà parlé. Bref, le tiers-lieu est une sorte de jeu de Lego où chacun ajoute les morceaux qui sont utiles à sa communauté ou à son territoire. Quelles sont les perspectives et surtout quelles sont les limites de ces nouveaux lieux de socialisation ? Alors, comme chaque nouveauté, les tiers-lieux suscitent un engouement certain aujourd'hui, car en fait, ils ont un rôle éminemment politique, celle du vivre ensemble et autrement. Alors, dans un monde qui est quand même assez consumériste et individualiste, où le numérique a aussi le pouvoir de nous isoler encore un peu plus, ces tiers-lieux apparaissent comme des oasis un peu alternatives que l'on peut construire de façon coopérative, où l'on peut conjuguer différentes briques du mieux vivre ensemble. Partager ses bureaux, des moyens de production pour s'entraider, se former, créer, en fixant ou en relocalisant de l'activité dans son quartier ou son village, favoriser les circuits courts, la production locale, qu'elle soit artisanale, industrielle, agricole, comme on vient de le dire, permettre d'échanger, se former et de s'informer. En fait, c'est une sorte de contre-pied au modèle dominant, mais qui s'appuie clairement sur le numérique comme levier de transformation, outil de mise en relation, de décloisonnement et de proximité. Alors cependant, ces différentes fonctions et perspectives parfois sont difficiles à faire cohabiter ensemble, parce que le système dans lequel nous vivons a soigneusement mis en place des processus, des compartiments très solides, difficiles à faire évoluer, et les habitudes sont longues à changer. Il n'est pas facile non plus d'agréger toutes ces fonctions au sein d'un même lieu pour des raisons techniques, réglementaires et même parfois économiques. Mais je pense que ces lieux ont beaucoup d'avenir, et il faudrait d'ailleurs peut-être que ce néologisme tiers-lieu, qui parfois est un peu péjoratif, vous avez dit tiers-monde, etc., soit remplacé en réalité par ce qu'ils sont désormais, des lieux centraux, des points nodaux, en quelque sorte les nouvelles places du village global qu'avait prophétisé le penseur des réseaux, McLuhan, il y a déjà bien longtemps. Merci beaucoup Jean Pouly, on vous réécoute sur notre site internet, bien sûr, chaque semaine rcf.fr, c'est dans la rubrique des souris et des hommes. À la semaine prochaine.